Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'ouvrir cette cérémonie de remise des insignes de docteur honoris causa en vous souhaitant à toutes et à tous la bienvenue. En vous témoignant aussi d'emblée l'émotion qui est la mienne et qui, je pense, traduit le bonheur qui est celui de l'ensemble de la communauté universitaire de l'ULB face à cet honneur qui lui est offert de pouvoir conférer les insignes de docteur honoris causa à une série de personnalités qui toutes impressionnent par leur éminente qualité. Décerner les insignes de docteur honoris causa, c'est pour une université d'abord et avant tout l'occasion de dire toute la reconnaissance du monde universitaire pour la carrière et la personnalité des hommes et des femmes qu'elle entend ainsi remercier. Mais, soyons de bon compte, c'est aussi afficher une préférence. C'est dire à des scientifiques ou à des personnalités de la vie publique combien l'on apprécie leur action et combien celle-ci répond aux idéaux, aux combats de notre université. C'est leur dire qu'ils comptent pour nous au plan scientifique, au plan moral, au plan des idées ou des approches de la science, de la vie, de l'art, de la société. Au rang des traits marquants des carrières que nous honorons aujourd'hui, je voudrais souligner plus particulièrement quelques aspects que l'ULB entend mettre en avant dans sa politique académique. 4 facultés ou groupes de facultés ont proposé au conseil d'administration d'honorer des personnalités scientifiques de tout niveau. Jacques Comaille, Anne Lacaton, George Whitesides et Brian Kobilka. Ce n'est pas un hasard si nous avons souhaité que les facultés d'architecture et de sciences politiques et sociales aient un droit d'initiative cette année. Ce sont, chacune à sa manière, de jeunes facultés qui tiennent désormais leur rang au sein de notre université. Ce n'est pas non plus un hasard si le groupe des facultés concernées par la santé, d'une part, ainsi que la faculté des sciences et l'école polytechnique, d'autre part, se sont associés pour suggérer le nom de collègues de renommée internationale. En effet, l'association de facultés autour de grands domaines et en fonction de leur campus d'implantation est une démarche d'ouverture et de collaboration qui offre un cadre d'avenir. Les personnalités désignées par l'université sur la proposition des facultés ont ce point commun de travailler aux confins de plusieurs disciplines, de plusieurs problématiques, aux interfaces de la science. L'histoire nous a appris que l'innovation en sciences se logeait aux frontières, pour autant que, contrairement à d'aucuns, nous ayons le soin de les laisser totalement ouvertes. L'université, dans l'ensemble et dans la diversité de sa communauté, a aussi souhaité honorer 3 autres personnalités, Lila Bhatt, Costa Gavras et Angela Davis. Chacune de ces personnalités constitue, à un titre ou à un autre, une forme d'absolu, une référence, des souvenirs forts, des émotions intimes ou partagées. Il y a dans ces choix beaucoup de subjectivité, car une université reste avant tout une communauté de personnes, d'individus qui ne renonceront jamais à leur liberté au profit d'une institution qui voudrait se substituer à elle. Lila Bhatt nous rappelle l'importance de l'aide structurelle aux plus démunis et l'urgence avec laquelle nous devons mettre en œuvre des solutions originales, non conformistes et courageuses pour rencontrer les problèmes de nos sociétés actuelles. L'université doit remettre l'imagination et l'innovation au pouvoir.
Dans ce combat pour la vérité et le changement, Costa Gavras apporte un témoignage qui touche à la sensibilité et place l'art au cœur de l'action politique et sociale. C'est une volonté claire de notre université de défendre la place des sciences sociales et humaines, mais aussi de la création artistique dans une société de la connaissance. Enfin, Angela Davis est le symbole éclatant de l'engagement des intellectuels dans les débats qui orientent notre société. Mesdames, Messieurs, docteur honoris causa, dans quelques instants, vous qui avez accepté d'honorer notre université en recevant en cette cérémonie les insignes de docteur honoris causa, veuillez être assurés de notre profonde admiration. Mesdames, Messieurs, vous qui honorez de votre présence cette cérémonie et partant les personnalités que nous distinguerons dans quelques instants, sachez que l'Université libre de Bruxelles se veut lucide, critique, engagée dans l'avenir de notre société, qu'elle ne peut dissocier du développement de la recherche scientifique et d'un enseignement universitaire de renommée internationale. Bienvenue à toutes et tous. Cher Jacques Commaille,
Par vos travaux, vous avez très activement contribué à l'abaissement des frontières disciplinaires entre la sociologie, le droit et la science politique. On présentera dans un instant la teneur de vos recherches, mais c'est aussi à l'intellectuel engagé que notre université entend rendre hommage. Engagé dans la construction et la gestion de nombreuses structures institutionnelles et non des moindres, qui visent précisément à renforcer la transdisciplinarité et la recherche en général. Engagé dans de nombreuses associations civiles ou de la fonction publique. Engagé aussi dans une résistance têtue aux régimes dictatoriaux. Pour vos travaux scientifiques et cet engagement humaniste, notre université est fière de pouvoir désormais, et sur proposition de sa faculté des sciences sociales et politiques, vous compter parmi ses docteurs honoris causa. Sociologue de la famille et du droit, professeur émérite des universités, directeur de recherche au CNRS, Jacques Comaille contribue par ses travaux à l'abaissement des frontières disciplinaires entre la sociologie, le droit et la science politique. Par ses questionnements et ses problématiques de recherche, il contribue au décloisonnement des objets d'étude et privilégie l'interdisciplinarité comme méthode de recherche. Jacques Comaille a notamment consolidé un champ de recherche peu exploré en Europe. Il se saisit de l'effervescence autour de la judicialisation du politique pour montrer, pour approfondir en quoi la fonction de la justice est une fonction éminemment politique. Jacques Comaille développe de manière continue une sociologie du droit qui tient compte des évolutions du politique. Il met en évidence les attentes à l'égard de la justice et montre que ce recours à la justice peut prendre plusieurs formes. La justice est sollicitée par une pluralité d'acteurs pour établir de nouveaux ordres politiques, économiques ou sociaux, ou pour se porter garante du rétablissement d'une vérité historique ou d'une parole plus juste au sujet du politique. En esquissant une théorie politique de la justice, Jacques Comaille devient une référence dans plusieurs disciplines. Une nouvelle génération de chercheurs s'inspire et utilise ses travaux pour mieux comprendre les transformations de la justice en Europe occidentale, mais aussi en Europe centrale et orientale. Universitas Libera Bruxellensis Decreto Senatus Universitatis Dato ad anno del champ Senatus Praeside Desiderio Vivier Universitatis Rectore. Utili viro, doctissimo, eruditissimo, quet humanissimo, generoso, quet franco-gallico tributum justum redatur qui. Noes vias scientificas saperiens investigationibus suis de societate humana nullo limite. Inter campos cum doctrinae socialis tum iuris et rerum politicarum disciplinae nuntia transmittendi iam extante famam. Sibi preclaram inter quales totius orbis terrarum conciliarit. Qui viro, semper cordi fuerit, eadem liberamente uti, qua alma mater nostra gloria gloriari, Jacobum Comaille, clarissimum professorem, emeritum apud scholam normalem superiorem, doctorem, honoris causa, facultatis scientiarum socialium et politicarum, creandum ac proclamandum censuit.
Chère Anne Lacaton, si votre architecture s'apparente davantage à une esthétique de l'essentiel, c'est qu'elle est fondée avant tout sur une approche sociale, économique et contextuelle. En croisant des questions transversales, vous modifiez en quelque sorte les standards de production de l'habitat traditionnel. Et si le logement individuel, mais principalement collectif et social, est au cœur de vos préoccupations, une belle série de lieux d'enseignement, dont des universités, n'en sont pas absents. Pas plus que d'autres lieux de culture, comme le Palais de Tokyo, qui vient de rouvrir ses portes et dont vous avez assuré la rénovation et l'extension, en y apportant beaucoup de lumière et une certaine théâtralisation. Vous nous avez ainsi révélé ce monument et, très inhabituellement pour un musée d'art contemporain, vous avez invité le visiteur à se soucier des œuvres autant que de l'architecture. On ne compte plus les prix qui récompensent votre travail en France, en Allemagne, en Espagne, et l'Université libre de Bruxelles est particulièrement heureuse et honorée de remettre pour la première fois, et sur la proposition de sa faculté d'architecture, les insignes de docteur honoris causa à une architecte, pour une œuvre qui se situe autant dans l'éthique que dans l'esthétique. Anne Lacaton, architecte française, elle est née en 1955 en Dordogne. En 1980, elle est architecte, elle est diplômée architecte. En 1987, elle fonde l'agence Lacaton-Vassal avec Jean-Philippe Vassal et très vite, ils vont se remarquer par une approche toute particulière de l'architecture. Alors tout d'abord, au niveau du lieu, c'est une approche extrêmement contextualisée, c'est une approche tout à fait située où on va tenter de partir du lieu existant, de réinventer les lieux à partir d'eux, donc ne jamais repartir de zéro quand on peut partir d'un morceau de projet préexistant. Autre chose, ils ont une compétence, une qualification tout à fait particulière dans l'approche économique du projet qui va leur permettre de connaître le prix des matières, le prix des composants et de construire à des prix particulièrement rationalisés. Ces économies qu'ils vont faire au niveau du projet, au niveau du prix, ils vont le mettre au service de l'espace, de la lumière, au service de l'homme, au service des habitants. Alors Mies van der Rohe, vous connaissez sa maxime, les 6 mots, quelque part moins c'est plus, eh bien on pourrait dire au sujet de Lacaton, avec peu, on peut construire beaucoup plus. Universitas libera Bruxellensis, quia laudem, quam maximum referendam esse duxerit, illi clarissima emuliri franco-gallicae quae, architectura et artis omicilia urbana aptandi studis apundi universitatem prodigallensem perfecte planeque instituta, operibus suis miratione dignis famam, apud architectos et ceteros aequales insignem sibi paraverit, cui doctissimae et ingeniosissimae emuliris semper cordi fuerit, aedificandi rationes novas excogitare ut opera, abea designata respectum maximum habitus loci habeant, et cum minimo sumptu, atque utilitatem amonitatem que sumam fieri possin. Annam Lacaton, doctorem honoris causa, facultatis architecturae, creandam ac proclamandam cansuit.
Dear George Whiteside, your presence among us today reflects the wish of our university, following a proposal of the Faculty of Sciences and the Faculty of Engineering, to honor your vital contribution to the field of chemistry and nanotechnology. But it is also a global view of the academic actor that we would like to promote, the tireless researcher and concerned teacher, the man of laboratory and the entrepreneur. You are both within and outside the university. You are both a widely acclaimed specialist and a relentless explorer who deals with an impressive number of activities. In other words, you are breaking the borders, all the borders, those one would like to establish between fundamental and applied research, those wrongly established between the highly specialized researcher and a committed teacher, those we should abolish between different disciplines, which are only different paths towards a common scholarly quest. George Whiteside est né à Louisville dans le Kentucky en 1939, puis il a obtenu son PhD à Caltech en 1964. Il a ensuite travaillé au MIT jusqu'en 1982, date à laquelle il a été engagé comme professeur de chimie à Harvard. George Whiteside est probablement le chimiste le plus cité au monde. Sa bibliographie relève par exemple plus de 1100 articles scientifiques et largement plus de 100 000 citations. Même si ce ne sont pas les chiffres qui font la valeur d'un homme, il faut reconnaître que ceux-ci sont impressionnants. L'homme l'est tout autant. George Whiteside est un des pères des monocouches auto-assemblées, les self-assembled monolayers, couches qui permettent de conférer aux surfaces de nouvelles propriétés. C'est également un des plus grands spécialistes mondiaux en nanotechnologie. Pour George Whiteside, il n'y a pas de différence entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Il y a la recherche tout court, au service de la société. Il est par exemple fondateur de plus de 12 sociétés qui valorisent ses inventions. C'est également un professeur, un enseignant qui doute et qui est passionné, mais qui se demande aussi comment rehausser l'intérêt pour les sciences, peut-être en ayant des enseignants capables de raconter de belles histoires, celles qui attirent. Pour finir, ses admirateurs l'appellent parfois « the God of Chemistry » ou encore « le plus grand chimiste vivant ». Il était donc logique que la Faculté des sciences de l'ULB et l'École polytechnique de Bruxelles le proposent comme docteur honoris causa. Universitas libera Bruxellensis ut laude, quae est almae matris nostrae maxima ficiatur, ille vir doctissimus, eruditissimus, quet humanissimus americanus, chemiae peritissimus, qui tesi doctorali apud technologiae Californiense institutum felicissime defensa investigandi, docendique munere egregie sit perfunctus, apud technologiae Massachusettanum institutum, quis scientiam doctrinamque, ab exercitatione tuus ut technologia nullo modo separari posse confidentis semper cordi fuerit curare, ut inventionibus consilisque suis non solum collegis sive chemiae peritis, sive machinalis artis, sive physicae, sive biologiae, set etiam ceteris hominibus industriaeque questuos aetulissimum si ostendat. Georgium Whitesides, egregium chemiae professorem apud illustrissimam Americanam Universitatem Harvard dictam, cuius facultatis scientiarum decanus olim prefuerit, doctorem, honoris causa facultatis scientiarum et scholae polytechnicae Bruxellensis creandum, ac proclamandum censuit.
Dear Brian Kobilka, following your academic career, one can only be impressed by your deep knowledge of a wide range of concepts and technologies. A knowledge that you combine with a unique perseverance. Many thought out of reach what you managed to achieve. The definition of the three-dimensional structure of a series of membranous receptors. Skepticism about your research was sometimes so harsh that you took personally responsibility for the issue of your research in order to protect your postdoctoral fellows from failure. Nevertheless, your work led to endless openings in many fields. It further illustrates the strength of intuition and the necessary perseverance that form the ground of fundamental research. Your career should open the eyes of our politicians when they want to define administratively the way of funding research, because both intuitions and perseverance are only made possible through a steady funding and a freedom of decision left to the scholarly world. Following the proposal of the faculties of medical sciences
the Université Libre de Bruxelles is happy and proud to count you among its Doctor Honoris Causa. Brian Kobilka est médecin, diplômé de l'Université de Yale et membre de l'Académie des sciences des États-Unis. Au cours de stages qu'il effectue dans des unités de soins intensifs, il remarque la grande importance de la famille des récepteurs couplés aux protéines G comme cible de médicaments actifs. Les récepteurs couplés aux protéines G sont une très grande famille de récepteurs membranaires qui interviennent dans presque tous les phénomènes physiologiques et physiopathologiques. Et donc, très logiquement, en 1984, il rejoint le laboratoire de Robert Lefkowitz à l'université de Duke, qui étudie les récepteurs de l'adrénaline depuis de longues années. C'est dans ce laboratoire que commence pour lui une longue quête qui durera 23 ans jusqu'en 2007, au moment où il déterminera la structure tridimensionnelle du récepteur bêta-2 adrénergique. Mais il commence dans le laboratoire de Lefkowitz par cloner le récepteur bêta-2 adrénergique et en ce faisant, il démontre que ces récepteurs et la rhodopsine de l'œil sont des cousins, ce qui ouvrira la porte à l'étude de l'ensemble de la famille des récepteurs G couplés. Ensuite, dans son propre laboratoire à Stanford, par une série impressionnante de petites avancées méthodologiques qui durent 20 ans, il arrive à cristalliser le récepteur bêta-2 adrénergique et à déterminer sa structure tridimensionnelle. Depuis lors, il perfectionne ses méthodes et a pu déterminer la structure tridimensionnelle du complexe entre le récepteur et la protéine G. Les travaux de Brian Kobilka nous permettent de comprendre comment fonctionne le récepteur G couplé, mais bien au-delà, ils ouvrent la porte à une nouvelle pharmacologie dans laquelle on ne doit plus tester à l'aveugle des centaines de milliers de composés, mais on peut façonner les composés actifs directement en les moulant sur la structure tridimensionnelle du récepteur. Universitas libera Bruxellensis, quod ille praeclaus vir Americanus, qui doctissimum eruditissimum, qui et in pigerrimum indagatorem semper se prestiterit dignissimus visus sit, qui alma mater nostra, quam maximum possit laudem afferat, qui acerrimis investigationibus suis, in universitatibus primum Duke, de inde Stanford, diligentissime factis, atque biochemiam et pharmacologiam pertinentibus tot maximique momenti ad tulerit opera, et de humani generis sanitate bene meruerit. Brennum Kobilka, egregium professorem apud provinciam physiologiae, cellulariae et moleculariae universitatis clarissimae Stanford incubatae, doctorem honoris causa poli valaxis universitarium bruxellensis, qui de sanitate dicitur, creandum ac proclamandum censuit. If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA. More than 2,000 miles all the way. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty.
Amarillo, Gallup, New Mexico. Flagstaff, Arizona, Don't forget Winona. Kingman, Fausto, San Bernardino. Won't you get hip to this timely tip? When you make that California trip, get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino. Want you get into this timely tip? When you make that California trip, get your kicks on Route 66. 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 J'invite à présent Madame Anne Lacaton à s'exprimer au nom des docteurs honoris causa des facultés. Au nom des personnalités honorées pour le titre de docteur honoris causa par les facultés, je remercie l'Université libre de Bruxelles. C'est un grand honneur et une fierté de recevoir cette distinction de la part de cette grande université multidisciplinaire qui porte et inculque depuis sa création des valeurs humanistes et démocratiques. Nous nous retrouvons tous dans ces valeurs et pour ma part, en tant qu'architecte, le sens que je donne à l'architecture est essentiellement ancré dans la dimension sociale à côté de la valeur culturelle. Je voudrais aussi évoquer deux mots qui ont du sens pour moi. Nous sommes ici à l'Université libre de Bruxelles, au cœur de l'Europe. Je suis profondément attachée à l'Europe, à l'idée de l'Europe, qui nous a apporté l'ouverture, qui nous a permis de construire des échanges et des collaborations fortes et durables, qui a considérablement élargi notre horizon et nos cultures. Ce qui se passe ici, en Belgique, ou là-bas, en Allemagne ou en Grèce, me concerne et me touche. Et je n'aime pas du tout l'idée que ceci puisse être défait ou fragilisé. Ensuite, le mot « libre », que je veux prendre au sens le plus fort. Je considère qu'il faut être un acteur permanent de la liberté et travailler où que l'on soit pour ne jamais rien en perdre. Il n'y a pas de petite liberté, toutes s'additionnent. Enfin, je voudrais dire un mot pour les personnalités nommées ce soir et saluer avec admiration leur parcours et leur engagement. Et à titre très personnel, je voudrais, si cela est possible, partager cette distinction avec Jean-Philippe Vassal, parce qu'ensemble, nous avons fait tous les deux tout ce travail. Merci.
dear Lilabad, nowadays, banks, generally speaking, are often accused of being institutions not involved in the welfare of our societies. On the contrary, they are frequently linked to their difficulties. It's a fact. And following this fact, it is of vital importance to acknowledge activities such as yours, which lay a special emphasis on microfinance. You dedicated all your professional life to the most destitute people, and especially among them, the women. The real sense of your action is to use law, economy, science of management, and banking system to serve the weakest. In doing so, you managed to transform knowledge into an emancipation tool, to make education a way to promote people's welfare. You are, Lilabad, an impressive example of the possibility and even the necessity to associate knowledge with action, knowledge with social projects for the benefit of the largest number of people. Thank you. Thank you for honoring the Université Libre de Bruxelles with your presence today. Lilabad est né dans une très grande ville du nord-ouest de l'Inde, au sein d'une famille aisée. Après ses études de droit, elle travaille pour le plus grand syndicat indien, le syndicat du textile, où elle est confrontée à l'extrême misère de la population et tout particulièrement au total dénuement des femmes qui travaillent sans contrat et sans aucune protection sociale, comme porteuses d'eau, ramasseuses de chiffons, vendeuses de fruits. Au début des années 1970, convaincue que les femmes sont la clé du progrès et de la lutte contre la pauvreté, et dans l'esprit de Gandhi auquel elle est souvent comparée, Lilabad crée la SUA, Self-Employed Women's Association, dont le slogan sera « We are poor, but so many ». La SUA, qui regroupe aujourd'hui plus d'1 million de femmes en Inde, est à la fois un syndicat, une banque coopérative et un centre d'alphabétisation et de formation. Elle rend aux femmes leur fierté et leur dignité en les aidant à lutter contre les abus dont elles sont les victimes. Avant le prix Nobel Yunus au Bangladesh, Lilabad, avec la SUA, a lancé une forme de microfinancement à une époque où le mot n'avait pas été inventé. Grâce à des microcrédits, les femmes peuvent acquérir outils et formations et permettre à leurs enfants, filles et garçons, d'aller à l'école. Lilabad a été membre du Parlement indien. Elle a reçu de nombreux prix et distinctions, dont le prestigieux prix de la Fondation Roosevelt, le prix Four Freedoms, pour son exceptionnel engagement en faveur de la liberté de vivre à l'abri du besoin. Elle continue son inlassable combat, notamment contre les mariages d'enfants, et fait aujourd'hui partie de l'ONG The Elders, lancée voici quelques années par Nelson Mandela. Universitas Libera Bruxellensis, ut quam dignissimis laudibus, quibus ab alma matre nostra possit ornetur ac celebretur, mirationis gratia, illa summa, fortissimaque generosissima mulier indica natione horta, et iuris studis perfecte planeque instituta, quae, in patria sua constanti et obstinata mente maxima opum visit nixa, ad dominum statum et sortem et peculiariter feminarum meliora facienda, quae semper confisa sit feminas libertatem, dignitatem qui consequi posse, si laborandi facultas eis detur, quae socialis justitia amore pulsa, pugnavit ut feminae pecunia minimo fenoria dipisci possint, et isdem iuribus, quibus iuri, quibus viri fruantur. Elam bat, sociam carissimam universalis institutionis, a Nelson Mandela condita iut mundus hominesque,
e fugere possin pericula gravissima in quibus versentur, doctorem honoris causa totius universitatis creandam ac proclamandam censuit. Dear friends, I am happy to accept this honor in the name of the women of Seva and our sisters across the globe who are working across the globe, who are the working poor. This great university has a history of fostering independent thinking. Today, I hope I can persuade you to extend it to interdependent thinking. Our world is small. Our actions have an impact not only on ourselves, but also on the local and global communities we live in, as well as on the Mother Earth. I also hope that the academic world will get in partnership of the poor. Neither can solve the problems of our world that the world faces today on their own. I am convinced that the partnership will give birth to new ways of thinking of what we call a problem. Thank you. Whether you are here or yonder, whether you are false or true, whether you remain no wonder, I'm growing fonder of you. Even though your friends forsake you, even though you don't succeed, wouldn't I be glad to take you, give you the break you need, more than you know,
Man of my heart, I love you so. Lately I find you're on my mind more than you know. Whether you were right or whether you were wrong, man of my heart, I string along. You need me so, more than you'd ever know. Loving you the way that I do, there's nothing I can do about it. Loving may be all you can give, but honey, I can live without it. Oh, I'd cry, oh, how I'd sigh if you got tired and say goodbye, more than I'd show, more than you'd ever know. Cher Costa Gavras, votre œuvre cinématographique, tout comme votre action au sein de la Cinémathèque française, vise notamment à témoigner. Témoigner pour faire changer, pour faire comprendre, pour faire réfléchir. Dès 1969, Z, d'après le roman de Vassilis Vassilikos, dénonce les agissements de la junte militaire au pouvoir en Grèce à travers l'histoire du meurtre du député Lambrakis. Dans votre dernier film sorti sur les écrans, L'Éden à l'Ouest, vous témoignez encore, en parlant de l'exil, de notre capacité ou non à accueillir, en suivant le parcours d'un jeune émigré jusqu'à Paris, un exil que vous avez vous-même connu. Ce film signe aussi, d'une certaine manière, par une partie de sa production, par certains lieux de tournage, votre retour en Grèce, une Grèce à laquelle vous êtes profondément attaché. Une Grèce qui vous avait commandé une œuvre de votre filmographie que peu connaissent sans doute, quoiqu'elle soit regardée par des milliers de spectateurs. Un film sur l'histoire du Parthénon, projeté dans le nouveau musée de l'Acropole d'Athènes, où vous aviez eu le souci du témoignage et donc de la vérité, en mentionnant le rôle que les chrétiens avaient eux-mêmes joué dans la destruction progressive de ce patrimoine classique tellement associé à une identité grecque que beaucoup veulent précisément orthodoxe. La critique ne tarda pas, mais vous avez eu raison des censeurs. Merci aussi pour cela. Merci aussi pour votre indignation face à l'appauvrissement et à l'humiliation actuelle du peuple grec. Et comment ne pas penser ici, en référence à la Grèce du courage, de la résistance. Comment ne pas penser à la signification même du titre du roman de Vassilis Vassilikos que vous avez adapté pour le cinéma, Z, pour Zi, il est vivant. Και στα ελληνικά. Και στα ελληνικά θα ήθελα να σας πω ότι εδώ, στο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών, στην καρδιά της Ευρώπης, είμαστε μαζί τον ελληνικό λαό. Και είμαστε πεπισμένοι ότι πάντα
η Ελλάδα και ο ελληνικός πολιτισμός είναι ένα κύριο κομμάτι της Ευρώπης. L'Université libre de Bruxelles a le grand honneur de vous remettre les insignes de docteur honoris causa pour rendre hommage à votre art, mais aussi à votre engagement sous toutes ses formes, à votre besoin irrépressible de témoigner, de défendre la liberté de pensée et d'expression, d'émanciper par la réflexion et la critique, de faire la lumière, celle du cinéma bien sûr, là où règnent les ténèbres. Que dire du cinéma de Costa Gavras en si peu de temps? Je dirais d'abord que c'est un cadeau de la Grèce au cinéma français et au cinéma américain, puisque la carrière de Costa est à la fois française et américaine. Et je pense que le fait qu'il ait émigré a compté pour lui, et compte toujours, parce que ces personnages principaux sont généralement des personnages qui appartiennent à un groupe, appartiennent à une société en laquelle ils croient, aux valeurs de laquelle ils croient, et qui, cherchant la vérité, vont découvrir que leur société n'est pas celle qu'ils croyaient et vont devenir des exilés de l'intérieur, des espèces d'émigrés, sensibles à la pression du groupe, à la pression du pouvoir et des lobbies, etc. Et que ce soit le petit juge d'instruction dans le magnifique film Kézette, interprété par Trintignant, que ce soit Jack Lemmon quand il interprète Ed Orman dans Missing, que ce soit le personnage du jésuite Riccardo Fontana dans Amen, qui découvre que les autorités du Vatican ne sont pas tellement sensibles à l'amour du prochain, puisqu'elles laissent perpétrer la Shoah, et que ce soit également le personnage de l'avocate dans Music Box, Anne Talbot, qui, défendant son père qu'elle croit accusé à tort, va découvrir qu'il est un ancien tortionnaire nazi. Et donc les personnages de Costa Gavras, ces personnages principaux, sont des gens ordinaires, comme vous et moi, et qui vont découvrir qu'ils peuvent devenir extraordinaires en défendant la vérité, en s'acharnant à découvrir la vérité. Et cette leçon de politique que nous donne le cinéma de Gavras, de Costa Gavras, est en même temps évidemment une leçon de cinéma. Je n'ai pas le temps de parler cinéma ici dans ce temps très bref, mais ce sont des grands films et en même temps une leçon politique pour nous tous qui dure depuis plus d'un demi-siècle. Universitas libera Bruxellensis, ut laus, tribuatur maxima quae ab alma matre nostra possit, illi probatissimo cineastae Graeca natione orto, qui, hominitiorum libertatisque, defensorem semper si ostendens testis per artem suam esse voluerit, quanto studio homines, vel turpes, vel ignavos, vel fortes, vel generosos se prestare possin, qui, filmos multos, maximique ponderis a tres politicas socialesque, pertinentes semperitae finxerit ut injustitia et regimina dictatoria, inis fuit operata, ubicumque sexerceant, aequalium indignationem iramque moveant. Qui, eadem liberamente usus qualma mater nostra soliat gloriari famam, toto in orbiterarum clarissimam sibi conciliarit, Constantinum Costa Gavras, egregium kinematecae Franco-Gallicae praesidem, doctorem, honoris causa totius universitatis, creandum ac proclamandum censuit.
Merci. Merci pour cet accueil. Merci, monsieur le recteur, pour votre bonne parole qui m'œuvre beaucoup et cet honneur que vous me faites. Merci aussi pour le compliment en latin. Je le referai en grec ancien, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, la tradition, il faut la respecter. Venir à Bruxelles, c'est un plaisir et c'est en même temps venir en Europe, n'est-ce pas? Venir au cœur de l'Europe. Chaque fois que je viens, je pense à cela, à cette Europe laquelle a vu de tout dans son histoire, du pire et du meilleur. Et venir ici, donc, c'est se rappeler que l'Europe est unifiée. C'est que ma génération, des générations, depuis des siècles, a souhaité probablement. Et ma génération a eu la chance de la voir se faire, presque naître. Et puis quand elle est née, on a vu que c'était une sorte d'hybride qu'il est né. C'est-à-dire là, il était une sorte de supermarché de financiarisation, et la culture et la pédagogie, l'éducation étaient un tout petit peu, je dirais, marginales. Nous le regrettons beaucoup. Je regrette beaucoup. Venir à votre université, dont je connais un peu le travail, même pas mal, notamment, je ne citerai que le nombre d'étrangers que vous recevez. Et c'est vrai que pour un étudiant étranger, venir à l'université française, c'est un émerveillement, c'est une solution pour sa vie. Je le connais puisque je l'ai été à l'université française. Alors, ça veut dire qu'il y a toujours en Europe un espoir, puisque vous êtes là, puisque vous faites ce travail, et que pour qu'un jour l'Europe devienne, mais en avant, la culture et l'éducation, pour montrer aussi au monde que seulement c'est la seule manière de s'en sortir d'un monde qui devient de plus en plus difficile. Alors cet honneur aujourd'hui me met profondément, d'autant plus que je suis entouré de scientifiques auxquels je crois profondément aussi pour les progrès du monde, et aussi de deux personnes, Ila Batt et Miss Davis, Angela Davis, dont je connais le parcours depuis très longtemps, que j'admire énormément. Alors, merci encore, monsieur le recteur, pour ce formidable honneur que vous me faites ce soir. Merci.
Dear Angela Davis, it is a special honor for us to welcome you at the Université Libre de Bruxelles today. I would appreciate if you could see the degree of Doctor Honoris Causa as a sign of our deep gratitude for your commitment to freedom and equality rights. May I welcome you among us in a simple way, referring to the fraternity that others have shown to you. I would like to quote Jacques Prévert, who in August 1971, during the most difficult moments of your fight, dedicated to you these verses, celebrating freedom. Si sa tête, sa jolie tête était mise à prix aux enchères du malheur, du grand malheur des hauts légales, des idolâtres haineux, racistes, cons. Aujourd'hui, sous les verrous, derrière les barreaux, elle est sous bonne garde, la garde d'horreur, l'horreur stupide, blême et quotidienne. And I will let Prévert conclude, because he was honoring, as we are doing 40 years later, a humanistic ideal through your action. We would like, as did Prévert and many others, to express through this ceremony our trust into a vibrant hope and a high expectation. Il faut libérer Angela Davis. En attendant le jour où seront condamnées toutes les portes derrière lesquelles la vie noire est enfermée. Angela Davis est connue pour son combat contre toutes les formes d'oppression, qu'elles soient raciales, sexuelles ou encore liées à l'organisation du système carcéral. C'est en 1969 que les États-Unis connaissent Angela Davis, puisque enseignante à l'Université de Californie, elle en est chassée pour son marxisme, son militantisme aussi et sa proximité avec les Black Panthers. Mais c'est en 1970 que le monde entier la connaîtra, puisqu'à ce moment-là, elle est injustement accusée d'avoir contribué à l'évasion des frères de Soledad, recherchée par le FBI. Elle fera 16 mois de prison avant d'être libérée suite à une mobilisation internationale sans précédent. Sartre s'est mobilisé, Aragon, les Rolling Stones, John Lennon, pour qu'Angela Davis soit libérée. C'est la campagne Free Angela Davis. Mais Angela Davis, c'est aussi une professeure, une chercheuse, dont les contributions par rapport au genre ont été les plus marquantes de la fin du siècle dernier. Actuellement, elle travaille énormément sur l'entreprise carcérale. Elle milite pour l'abolition de la peine de mort. Elle milite aussi pour cette organisation issue de l'esclavagisme et elle milite pour que les prisons soient aussi abolies. Universitas Libera Bruxellensis quod reverentiam quam maximam prestandam esse duxerit illi summae fortessimaeque et generosissimae et humanissimae mulieri toto qui orbiterarum illustrissimae quae studis philosophia perfecte planeque instituta apud universitates diversas tam in Europa quam in civitatibus foederatis Americae septentrionalis citas democratiae et justitiae, et pagis, et libertatis, et iurum hominis tuendorum studio, et amore pulsam, semper se praestiterit, quae constanti, et obstinatamente contenderit ut feminae, tanti quanti viri estimentur, eisdemque iuribus fui possint, quae eadem liberamente usaque alma mater nostra, soliat gloriari, numquam desirit summa opum viniti, ut vehemente repugnetur opinio falsa, eorumque negent omnes homines, quocumque cutis colore sint,
aequato iure dignos esse. Angelam Davis, doctorem honoris causa, totius universitatis, creandam ac proclamandam censuit. Je vous remercie pour les mots en anglais, en français et en latin. Mais je vais parler en anglais parce que j'ai très peu de temps. So let me first thank the Free University of Brussels for having conferred upon me this great honor. I thank you for acknowledging the work that I have attempted to do over the decades, and thus also for recognizing the various communities of struggle with which I have been associated, and especially those that have expanded the notion of interdisciplinarity and have attempted to bring together scholarship and activism. Today, it is more important than ever to call attention to the material, intellectual, and spiritual damage wrought by racism and Islamophobia. In the United States, institutionalized racism in higher education is bolstered and reproduced by the vast overrepresentation of Black and Latino people in our country's prisons, and by increasing attacks on Muslims under the guise of countering terrorism. A half-century ago, global attention was focused on the Black freedom movement in the United States. 20 years ago, we were passionately hoping for the dismantling of apartheid in South Africa. Today, we support the cause of the Palestinian people. We also realize that the legacies of slavery and colonialism are alive and well all over the world, and especially in the US and Europe. We will require, therefore, more nuanced analyses designed to identify those manifestations of racism that we might otherwise accept as rational responses. And so let me conclude by quoting Toni Morrison, who has said that if one is free, one should free someone else. The function of freedom is to free someone else. Thank you very much.
Got a sweet like an angel, got a pin-up girl. Got a sweet like an angel, up upon my world. Well, she ain't no singer, well, she ain't no star, but she sure touch the good, and she moves so fast. Put the gal in danger, yeah, the gal in chains, but she keep on pushing. Would you take her place? She's counting up the minutes, she's counting up the days. She's as sweet like an angel, oh, not a sweet black slave. We're falling, falling one by one, for a judge's murder in the judge's court. Gotta judge her, for all that is the world. But a gal in danger, with a gal in chains, but she keep on pushing. Would you do the same? She counting out the minutes, she counting out the days. She's as sweet like an angel, not a friend, not a teacher, not a red like a schoolmom. And someone gonna free her, free the sweet black slave, free the sweet black slave, free the sweet black slave, free the sweet black slave. Brothers, we are falling, falling one by one, for a judge's murder in a judge's court. Now the judge is gonna judge her for all that is the world. Got a gal in danger, get a gal in chains, but you keep on pushing. Would you do the same? She counting the minutes, she counting all the days. She's as sweet like an angel, not a good talking teacher, not a real long schoolgirl. And so we're gonna free her, free the sweet black slave, free the sweet black slave, free the sweet black slave, free the sweet black slave. Mesdames, Messieurs, bien que ce discours soit le dernier prévu pour cette cérémonie, je ne prononcerai pas un discours de conclusion. Je ne peux en effet me résoudre à conclure cette séance par quelques mots de synthèse, un cocktail et rien de plus. Cette séance académique de remise des doctorats honoris causa n'est pas classique. En effet, nous remettons cet insigne aux 7 personnalités que nous avons honorées aujourd'hui pour leurs engagements scientifiques, sociaux, culturels et politiques. Le recteur et moi-même vous l'avions annoncé à la rentrée académique, nous souhaitions placer cette année sous le signe de l'engagement. L'engagement, ce n'est pas une valeur abstraite, c'est une question pratique, concrète. Et Labat, Costa Gavras, Angela Davis sont des militants. Ils nourrissent leurs idées de la pratique de la lutte contre les inégalités, contre les injustices, contre les dérives totalitaires, sur le terrain. Ils diffusent chacun à leur manière, chacun avec leurs moyens, ces idées
et ancrent cette transmission dans leur lutte. Il n'y a pas de distinction entre leurs pensées et leurs actes. L'ensemble forme un tout cohérent. C'est cela, mesdames et messieurs, un intellectuel engagé. C'est cette profonde complémentarité entre réflexion sur la société, approche scientifique, pratique militante que ces personnalités démontrent. Leur désignation comme docteur honoris causa de notre université est à cet égard une invitation à l'ensemble de la communauté universitaire. Sans les ériger en idoles, aucun d'entre eux ne le tolérerait, ces nouveaux docteurs de l'ULB sont des exemples. Ils doivent nous inspirer, nous toutes et tous, membres d'une université libre. Souvent, on entend des reproches adressés à notre institution, condamnant l'activisme de ses étudiants, de ses chercheurs, de ses professeurs. Il n'y a pas de honte à s'engager pour des causes justes, à lutter de toutes ses forces contre l'oppression, pour l'égalité et la justice, en ce compris, mesdames et messieurs, la justice sociale. La conformité semble toujours plus confortable. Le prétexte du caractère inéluctable de nombreuses politiques permet de désamorcer les luttes et donc de se poser rationnellement en spectateur. Et c'est vrai, tant pour les nombreuses mesures qui renforcent les inégalités sociales au lieu de les combattre, que pour la marchandisation universitaire qui nous menace constamment. Mesdames, Messieurs, cette dérive guette même à l'Université libre de Bruxelles. C'est pourquoi nous devons être fiers d'être l'une des seules universités belges à accueillir autant d'occupations de sans-papiers, à accueillir des Roms qui se voient fermer les portes de l'asile ici, en Belgique, alors qu'ils sont pourchassés au vu et au su de tous dans de nombreux pays de l'Union européenne. Nous devons être fiers d'être l'université belge qui met l'accent le plus sur sa politique sociale, qu'il utilise comme outil concret pour lutter contre les inégalités. Notre population étudiante est l'une des plus mélangées de Belgique à tout point de vue. Nationalité, origines économiques, sociales et culturelles. Cela constitue une richesse incroyable et permet de positionner l'ULB comme un acteur réel de progrès sociétal. Nous devons être fiers d'être l'une des universités belges qui compte le plus de penseurs divergents, non conformes. Nous devons nous féliciter du combat de tous ces empêcheurs de penser en rond. Nous devons être fiers d'être une université où les étudiants participent autant à l'engagement de l'institution, où ils militent autant, où ils s'engagent autant pour des causes politiques, mais aussi concrètement dans la gestion de l'université. Nous devons être fiers enfin de compter dans les rangs de nos docteurs honoris causa ces personnalités exceptionnelles, ces intellectuels engagés. Je pourrais conclure de la sorte cette cérémonie, mais je vous l'avais annoncé, ce discours n'est pas une conclusion. Ce serait trop simple de terminer sur une sorte d'autocélébration ULBO-ULBiste. Ce ne serait pas faire honneur aux personnalités qui rejoignent aujourd'hui notre communauté universitaire. Je veux donc profiter de cette tribune pour vous inviter, après le cocktail, après les festivités, à vous aussi vous engager. Les lieux d'engagement comme les causes justes ne manquent pas, en ce compris sur le campus. Je l'ai évoqué, nous accueillons depuis des mois des familles roms qui ont trouvé refuge sur le campus de la Plaine. Soutenir concrètement ces familles, chassées de leur pays d'origine par des milices fascistes, notamment en les aidant à trouver de quoi se nourrir, mais aussi en interpellant les mandataires politiques au niveau européen, mandataires dont l'inaction est criminelle. Voilà un exemple pour pratiquer cette militance. Autre combat, plus direct sans doute, la réduction des dépenses publiques annoncée au nom d'une austérité aura nécessairement un impact sur l'enseignement supérieur et sur notre université. J'en entends déjà qui seraient prêts à fermer l'université, à la réserver à une élite. C'est inacceptable.
L'université doit permettre au plus grand nombre d'aller le plus loin possible dans sa formation. Nous devons absolument de combattre le définancement du système éducatif et œuvrer concrètement à mettre en place un système d'enseignement et d'enseignement supérieur égalitaire. L'ULB doit se mobiliser pour réclamer les moyens nécessaires à ce projet sociétal. Nous ne pouvons pas capituler. Ce serait provoquer la perte de ce qui fait notre force, de ce qui fait l'unicité de notre université. Mesdames, Messieurs, l'université a toujours été à la pointe des combats. Ne nous endormons pas. Face au risque de l'indifférence et de la passivité du quotidien, j'en appelle à l'indignation et à la mobilisation. Si nous capitulons, si nous ne nous mobilisons pas, cette séance n'aura été qu'une cérémonie. Rien de plus. Mesdames, Messieurs, c'est maintenant à vous de choisir.
Mesdames et messieurs, en clôture à cette cérémonie, nous avons le plaisir de vous inviter à une réception organisée en collaboration avec l'Union des anciens étudiants que je remercie pour leur soutien. Le cocktail se tient dans le hall du bâtiment Solvay à droite de la sortie. Je vous demanderai d'avoir l'obligeance, par égard pour nos docteurs honoris causa, de bien vouloir attendre la sortie du cortège avant de quitter vos places. Je vous remercie. Always look on the bright side of life. 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 Oh, 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 always look on the bright side of life.